Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être venus. L'important ici, c'est de parler de business intelligence. Et donc, l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut ajouter de la business intelligence dans votre trésorerie. Alors, on va déjà poser le décor. Qu'est-ce qu'on appelle de la business intelligence? La business intelligence, qu'on appelle en français l'informatique décisionnelle, date quand même de 1958. Elle a été théorisée en 1958 par un Allemand qui s'appelle Hans-Peter Luhn et qui définissait la business intelligence comme étant l'ensemble des technologies permettant aux entreprises d'analyser les données au profit de leur prise de décision. Les voici affichés à l'écran, l'ensemble des données que vous avez à votre disposition, et voici synthétisé la définition en quelques mots. Donc, l'important, c'est de recueillir toutes les données dont vous pouvez disposer au sein de votre entreprise pour les exploiter de manière intelligente, pour vous aider dans vos décisions. Alors, la préoccupation première, elle est de se dire d'où proviennent les données. Eh bien, il y a deux provenances, les systèmes internes à votre entreprise et les systèmes externes. C'est facile d'aller chercher des données dans vos systèmes internes. Je suis en fait dans un auditoire de trésorier, donc les systèmes qui vous sont les plus chers, ceux que vous voyez à l'écran, un outil de trésor, un ERP, une plateforme de communication bancaire, quelles sont les données que vous auriez besoin d'analyser pour en tirer les conséquences? Parlons cash, parlons direct. La première chose, par exemple, c'est de se dire combien de paiements j'ai fait cette année, l'année dernière, etc. Ou allons plus, on va dire, dans un focus sécurité, qui a signé les paiements pendant que j'étais en vacances? Mais encore plus subtil, à quelle heure? Pourquoi? Pour savoir exactement si cette personne était bien celle qui se prétendait avoir envoyé les paiements, par exemple. Bon. Toutes ces idées-là, en fait, quand sont des questions que vous avez en disant mais comment est-ce que je pourrais faire pour définir des requêtes qui feront que je pourrais analyser ces informations. Ne serait-ce que sur ce point-là, sur lequel je viens d'insister. Une personne qui a des pouvoirs d'engagement dans votre entreprise, vous voulez savoir le nombre de paiements qu'elle a fait. Vous faites deux types de requêtes. Vous faites une requête sur le métier, donc vous allez en fait récupérer la volumétrie des informations, des données, des paiements, etc. Vous faites une deuxième requête, c'est d'aller voir quels sont les pouvoirs, les droits qu'elle a au sein de votre entreprise. Et je dirais même, la troisième, c'est les actions qu'elle a faites. Donc concentrez-nous déjà sur une préoccupation simple, qui est de se dire, je veux récupérer les logs d'une personne qui a un certain profil, donc deuxième type de requête dans votre logiciel, quel qu'il soit, pour savoir entre ces logs et ce profil, quelles sont les actions qu'elle a faites sur les fameuses données de paiement. Troisième type de requête, je récupère les paiements, je récupère les logs, je récupère son profil. À ce niveau-là, vous avez une hétérogénéité de retour d'informations. Si maintenant, on couple cette préoccupation à, on va dire, une investigation un peu plus sécuritaire. Par exemple, dans mon premier exemple, on était sur une plateforme de communication bancaire. Si on couple cette préoccupation, cette requête, sur des paiements que cette personne que vous voulez auditer aurait pu faire au sein de votre outil de trésorerie, rebelote, profil, volumétrie, log. Bon, vous avez éventuellement deux applications hétérogènes, avec à chaque fois trois types de requêtes, donc trois sources de données hétérogènes les unes avec les autres. Et si on finalise la réflexion de se dire, est-ce que dans la chaîne de paiement, cette personne avait des droits d'engager des paiements au sein même de la comptabilité, donc rebelote sur le RP. D'accord? Bon. Trois applis, trois types de requêtes. Donc, pardon, j'ai oublié de cliquer, mais voilà, la première action, c'est de collecter les données, log, extraction, éventuellement les fichiers dont j'ai parlé tout à l'heure, et donc, premier souci, l'hétérogénéité. Et je ne suis que dans le premier cas où vous êtes en train de faire des requêtes sur vos systèmes en interne. Pour un exemple que j'ai donné sur
auditons les flux et les droits des personnes pour voir qu'est-ce qu'elles ont payé. Et en fait, c'est une cohérence en fait, de sécurité au niveau des droits d'une certaine personne au sein de nos différentes applis. Si en plus de ça, on élargit la réflexion, on change un petit peu l'exemple que je viens de donner, mais que dans votre préoccupation, vous vous dites, oui, mais ce que je voudrais savoir aussi éventuellement, c'est, par exemple, je pars un petit peu dans quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait cohérent, mais vous allez comprendre ma réflexion, pour illustrer l'hétérogénéité. Si vous voulez coupler ce type de requête en disant, mais en fait, quel est le volume financier d'engagement que cette personne a effectué, alors vous allez devoir faire une requête aussi sur les devises, enfin plutôt les cours de taux, etc. Et donc là, on est sur un autre système de récupération des données. On était sur les logs, on était sur l'extraction en fait, des profils, on était sur une récupération de l'ensemble des fichiers, et puis là, on y rajoute une alimentation externe, qui est les devises, pour essayer de faire des rapprochements, tout ce que ça pouvait impliquer comme volumétrie financière. Conclusion de ce premier slide. Vous avez compris ce que c'était que la business intelligence, vous avez vu où était la préoccupation, la complexité. Maintenant, voyons, dans ce deuxième slide, comment est-ce qu'on la met en œuvre. Tout à l'heure, le terme français pour business intelligence, c'est donc informatique décisionnelle. En français, on parle aussi, donc, dans la mise en œuvre, de la chaîne limite décisionnelle. C'est celle que je vais vous décrire, vous détailler maintenant. Pourquoi je vous la détaille? C'est pour vous expliquer tout le cheminement, la préoccupation, et pour vous décomposer le fait que c'est peut-être facialement complexe, mais je vais aller jusqu'au bout des choses, facile avec Neofy. Première chose, on l'avait dit en fin de premier slide, récupérer les données. Les Anglais appellent ça la data capture. L'hétérogénéité, elle est illustrée ici par une icône de fichier texte, éventuellement pour les logs, ou pour les devises, par exemple, un tableau Excel. Si on fait une extraction de données, habituellement c'est du CSV, donc vous allez récupérer en fait par un tableau qui ressemble un peu à un Excel, mal fichu, mais de l'XML si on parle de fichiers, si on veut exploiter les fichiers, du PDF éventuellement, on va vous dire qu'en fin de compte, il y a une hétérogénéité de formats, de fichiers qui contiennent des données et dont on a besoin pour les consolider dans ce que j'appelle un cube. Un cube, c'est un entrepôt de données, un data warehouse. J'ai oublié de vous parler évidemment des requêtes en base. Évidemment, c'est le type de requête classique auquel on fait référence à chaque fois qu'on dit « tiens, je vais taper pour aller récupérer des données ». Donc, vous voyez déjà qu'à ce niveau-là, pour faire le lien avec le slide précédent, vous avez une hétérogénéité des supports dans lesquels sont entreposées les données et que vous voulez que ces données, elles soient entreposées dans une même base. Donc, il y a du boulot, puisque ce n'est pas le même support. Alors, on fait ce qu'on appelle, ce que les Anglais appellent le data prep, préparation de données. 4 actions. D'abord, on structure. Ensuite, on nettoie. Après, on enrichit. Après, on valide. Et enfin, on publie. Alors, d'abord, on structure. Ça consiste en quoi? Reprenons l'exemple du tableau Excel du CSV dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un CSV, c'est illisible en l'état, si on l'ouvre en mode texte. C'est un peu plus facile si vous l'affichez via un tableau Excel, puisque évidemment, la pointe virgule fait qu'en fin de compte, vos colonnes sont structurées. Mais si on force un peu plus loin l'idée, on se rend compte que cette action de structuration, elle est obligée par ce fameux exemple. Vous savez, dans les tableaux Excel, il y a un outil, il y a une icône qui s'appelle convertir. Vous avez donné un petit peu brut et vous pouvez structurer les données comme ça. Eh bien, l'idée, elle est là. La première action, on fait en sorte que toutes les données que vous avez à votre disposition soient exploitables dans des cases, tout simplement. Pour le nettoyage, j'ai mis une icône en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que nettoyer, et donc j'y reviens. Le nettoyage, c'est un peu plus subtil que ça. Exemple, vous faites une requête en base. Vous avez plusieurs bases à votre disposition, ce n'est pas les mêmes bases. Si la cellule de votre base ne contient rien, parfois, il n'y a rien. Dans certaines requêtes, quand dans la cellule il n'y a rien, on affiche 0. Par moment, quand on fait une requête dans certaines bases, la requête nous retourne 4 0. Et enfin, il y a aussi une autre possibilité, c'est crochet, LULL crochet.
il n'y a rien, et on vous affiche nul. Donc, le nettoyage, il consiste à harmoniser votre cube, de telle sorte que pour une conclusion qui est « il n'y a rien », eh bien, vous soyez en cohérence pour tous les types de retours que vous avez. Donc c'est vous qui décidez que s'il y a marqué rien ou 0 ou 4 fois 0 ou nul, vous dites j'efface tout, ou je mets un 0, ou je mets 4 0, ou je mets nul. Puisque après, vous allez donc exploiter cette fameuse colonne dans laquelle il y aurait ces retours. Je finirai ce nettoyage par un exemple qu'on vous connaît tous. Vous faites une requête et vous récupérez, je prends les numéros de téléphone, c'est très facile. Si votre requête en base, elle a été faite, et que dans ce numéro de téléphone, vous avez 01, 47, 22, etc., si c'est une requête en base, il arrive qu'on affiche 1, 47, 22, machin. C'est pas cohérent. Si en plus, dans d'autres requêtes en base, ou même dans cette colonne téléphone, vous avez un plus 33, 1, ça va. Vous supprimez le plus 33, vous remplacez par un 0. Mais si aussi vous avez plus 33, parenthèse 0, parenthèse 1, vous voyez le souk. Donc il faut nettoyer pour la rendre cohérente, cette fameuse colonne. Une fois que c'est nettoyé, il faut rendre les données intelligibles. Et l'enrichissement, il consiste la plupart du temps d'aller invoquer une table de correspondance pour que, prenons un exemple que vous connaissez tous, les codes CIB, si on a l'habitude, ça signifie quelque chose. Mais le problème, c'est qu'en fait, la finalité de vos rapports de business intelligence, c'est pas vous, c'est pas pour vous a priori, c'est pour des tiers qui ne sont peut-être pas en fait familiers. Donc il vaut mieux afficher la signification de ce code interbancaire lorsque vous récupérez des relevés de compte, etc., plutôt que d'afficher juste le numéro du code interbancaire. Donc c'est ça en fait, cette notion d'enrichissement. Ok, vous me suivez? Donc là, on fait en sorte que tout soit cohérent et lisible. Donc ça c'est l'enrichissement. Une fois qu'on a quelque chose de cohérent et intelligible, on valide, donc là en fait c'est les contrôles qu'on fait, etc., et on publie. Ça consiste en quoi? Publier, c'est rendre ce travail de structuration, nettoyage et enrichissement disponible à qui? À l'analyse des données. Parce que maintenant, c'est là où on rentre dans le métier et on dit de quoi on avait besoin, qu'est-ce qu'on voulait faire de nos données. Donc tous les points précédents sont les boulots de préparation, c'était bien data prep. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on analyse suivant les différentes dimensions de notre cube. Alors je vous rappelle que ce n'est pas vraiment un cube, c'est un cube multidimension, puisque c'est vous-même qui allez chercher toutes les dimensions pour faire vos requêtes. Et une fois qu'on a fait les requêtes nécessaires, on les met en forme pour les présenter, et on appelle ça la data visualisation. Je prends les termes anglais parce que c'est ceux qui sont les plus usités, et donc vous verrez, quand vous googlisez, DataVis, V-I-Z à la fin, c'est donc la mise en forme des données. Alors, il existe sur le marché des outils qui sont spécialisés dans la capture de données, des outils qui sont spécialisés dans la préparation de données, des outils qui sont spécialisés dans la visualisation des données. Je vous vends un peu ma solution, parce que chez Neofi, nous avons un outil qui fait la totale. Vu sous un autre angle, j'ai récupéré les mêmes icônes que je vous présente différemment. On récupère l'ensemble des données totalement hétérogènes par un outil qui est extrêmement convivial et ludique que vous, comme moi, êtes capable de paramétrer. Vous allez pouvoir vous-même récupérer les données là où elles se trouvent, les structurer, les nettoyer, les mettre en forme, pour ensuite faire la deuxième partie de l'action, c'est-à-dire faire des requêtes dans ce cube et présenter les choses intelligemment pour qu'elles soient exploitables. Reprenons la définition d'origine, en vue de prendre les décisions nécessaires. D'accord? Donc tout ça, c'est un outil qu'on appelle Neofi Analytics et qui embarque un ETL, un BPM et de la BI. Maintenant, passons à la pratique. Vous, dans votre quotidien, votre occupation, c'est de gérer votre cash, vos prévisions, en vue de prendre les meilleures décisions. D'accord? Ou prendre des décisions pour gérer correctement votre cash en vous adjoignant les services, en fait, des prévisions. Pour cela, vous pouvez disposer idéalement de Neofi, qui quelque part protège votre cache, ou vous aide en fait quand à exploiter vos données au quotidien, parce que Neofi, lui, il se positionne
Souvenez-vous de ce qu'on avait sur la gauche en s'imaginant qu'en fait on récupérait des données externes. Qu'est-ce qu'on récupère? Les relevés, les données de marché, les prévisions. Alors on appelle ça des prévisions certaines, je parle sous la gouverne, c'est donc en fait les paiements, voilà, les prévisions confirmées, non confirmées, etc. Et tout cela, en fin de compte, c'est votre quotidien. Et vous avez vos antennes, et vous dites, ok, qu'est-ce que je dois faire en fin de compte? J'ai récupéré ça. Vous êtes comme, en fait, vous avez un radar, en fait. Parce qu'en fait, quand le temps presse, etc., et vous savez, il faut vous dépêcher. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous donne un petit coup de main, on vous dit, et hop, là, on met ça dans un outil de BI pour vous afficher le plus confortablement les constats et que vous-même, vous puissiez en tirer des hypothèses en vue de prendre les bonnes décisions. Voilà. Alors, dernier slide théorique. Vous avez d'un côté les données qui vous arrivent de l'extérieur, qui sont entreposées dans le module de business intelligence. Et le dernier paramètre qui vient vous stresser tous les jours, c'est ça. Le facteur temps. Parce que c'est ce que je mettais en fait en exergue pour introduire l'atelier, donc décrivons mon atelier. Quel que soit votre périmètre d'entreprise, la seule chose qui vous importe, c'est de faire les actions dans le temps imparti. Et comme le temps n'est pas extensible, et que de toute façon, on vous donne de plus en plus de choses à faire, il faut vous adjoindre les outils nécessaires. Et le pire dans cette histoire, c'est que vous débarquez et que vous avez un périmètre, 2 périmètres, 3 périmètres, on vous a rejoint en disant bah tiens, maintenant, en fin de compte, tu veux prendre des actions pour tel périmètre, bon, tu fais les placements, en gros, on élargit votre périmètre et vous êtes toujours en fait le cut-off qui vous attend. Hein. Il ne va pas vous dire bah attends, on va retarder le cut-off juste parce qu'en fait, on rajoute un périmètre. Non, ça n'existe pas. Donc, nous, on est là pour vous donner les moyens donc on réduit votre entrée de traitement, on vous donne des alertes nécessaires et on paramètre avec vous, on vous donne les moyens de paramétrer les choses, d'optimiser les traitements, d'aller en fait optimiser vos outils pour en tirer les conséquences. Maintenant, on va passer en fait à l'exercice pratique et je vais laisser la parole à Soton qui va vous montrer comment est-ce que on a fait au plus simple, hein. On n'est pas allé dans les données externes, on a travaillé sur un environnement monolithique, c'est-à-dire, c'est une plateforme de trésor, comme bancaire qui appuyé, je ne sais plus. De paiement. De paiement, une plateforme de paiement, exactement. Donc, on a fait le basique, mais on ne voulait pas en rester à la théorie. Voici ce que, pratiquement, vous pouvez faire vous-même. Je vais vous présenter une application de paiement à partir de laquelle nous avons préparé les rapports orientés 3 axes. L'axe d'analyse sur les paiements, principalement. L'axe d'analyse sur le solde, la position bancaire, donc la position des comptes. Et troisième axe, l'axe d'analyse sur la partie relevé de compte, l'analyse. Alors, dans un premier temps, l'analyse va être focalisée sur la partie solde bancaire. Le but de l'opération est de dire, à cette date-là, quelle est la situation de mes comptes, de mes devises, dans les pays différents. Donc là, vous voyez bien qu'on est sorti de l'opérationnel au quotidien, que l'on lance en fait un processus de réflexion, et cette notion de business intelligence, elle dit quoi? Elle dit que vous avez en fait des dimensions, date, devise, code banque, code compte. On pourrait en lister plusieurs comme ça, mais on a figé un état, un instant donné, et on peut le faire bouger suivant différentes dimensions. Je te laisse. Oui, alors là, on a sélectionné juste 4 devises qui sont représentatives. On a l'euro, on a le roupie indienne, on a l'USD, on a l'euro. D'accord? Sur la vision de droite, vous avez le map qui représente la totalité. Donc tout ce qui est rouge, c'est négatif, tout ce qui est vert, c'est positif. Déjà, un premier coup d'œil, vous voyez quels sont les pays qui sont courts en devises. Donc là, j'agrandis le scope. Je vois ici l'Espagne qui est en euros, Côte d'Ivoire, d'accord, et un petit bout ici qui est aux Pays-Bas. Alors, on peut revenir sur la manipulation réelle, c'est-à-dire que ici, tout de suite, à droite en bas, c'est la répartition par banque, d'accord, la proportion. On peut soit choisir les devises qui nous convient, ou descendre dans le détail pour faire un drill down de la devise. Je prends cette devise-là. Le but, c'est d'être capable de faire bouger les données en relation
par rapport au choix qu'on aurait fait pour chaque information choisie. Mais attention, cette présentation, c'est celle qui nous a été demandée par notre client. Si vous voulez avoir les choses en bas à droite, en haut à gauche, un camembert, il vous fait ce que vous voulez. Mais c'est même pas on. C'est vous qui êtes capable de modifier comme vous voulez. Tout est modifiable. Alors, effectivement, on peut aussi procéder autrement, c'est-à-dire que le camembert, je veux avoir la proportion de la Société Générale par rapport à la vision que j'ai. Il suffit de cliquer sur le camembert, on voit la proportion, elle est ici, au niveau de l'euro, qui est plus importante, et les autres, c'est plus faible. D'accord ? Voilà, cette interactivité entre chaque objet visuel prévu dans le graphique vous permet de suivre. C'est une façon de présenter. Il y a plusieurs d'autres façons. Il y a des axes qui sont différents. Je passe maintenant sur un deuxième rapport qui est plus le rapport lié au paiement. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est que ces rapports-là sont structurés par périmètre de chaque utilisateur. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut avoir son périmètre et lorsqu'il rentre dans ces rapports, il ne verra que ses propres données. À l'écran, vous avez ici, donc on a fait en sorte de présenter les choses de telle manière que vous ayez sur 2 colonnes ici un type de flux. Cette fois, donc là, les virements internationaux, les LCR, les SCT, les SDD, selon 2 colonnes, suivant les montants, les nombres, à chaque fois, clac, 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 etc. Donc là, encore une fois, c'est comme ça qu'on nous a demandé de le mettre en forme, mais vous pouvez le modifier aussi. Et donc, en colonne, la première colonne à gauche, vous avez les natures de flux. Voilà. Et la proportion à droite, en termes de camembert, vous avez la répartition de type en haut, de type de flux, durant cette période. D'accord ? J'ai choisi cette période, j'aurais pu réduire cette période-là. On peut cliquer sur ces camemberts pour connaître la proportion de virements SEPA importés via l'ERP, via un autre système. Donc ça permet de structurer immédiatement la vision de ce type de flux. Donc vous n'êtes pas pollué par le reste, on vous polarise l'attention sur les données intéressantes si vous avez donc sélectionné une des parties du camembert et comment est-ce que ça se répercute sur les autres mises en forme à droite. Alors, on peut défaire ça et partir dans l'autre sens, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est connaître quelles sont les volumétries en termes de paiement fournisseur. Là aussi, c'est de la même façon, c'est-à-dire que le paiement fournisseur, on a utilisé le type d'import de virement SEPA, crédit SEPA et l'international. Donc voilà, ça permet de répartir d'une manière ou d'une autre ces données. Je vous rappelle que ça, on s'est appuyé sur notre plateforme de paiement pour aller récupérer les données et les mettre en forme. Mais on peut aller plus loin. C'est que ce que je vous ai montré qui s'appelle Neofinalytics, c'est un outil qui est agnostique, qui est indépendant de l'outil d'origine. Là, on a pris le plus facile, on s'est appuyé sur ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire notre plateforme de paiement. Mais si demain, vous vous dites, bah voilà, moi je suis embêté, mais parce qu'en fait, j'ai une autre plateforme de paiement, j'ai un autre outil de cash, etc. Mais je dis, le fameux outil Neofi analytique, il se greffe sur n'importe quelle application, et ensuite, vous allez faire vos requêtes de données et votre mise en forme qui va donner un rendu comme celui-ci. Vous n'arrêtez pas sur les couleurs, vous n'arrêtez pas sur la mise en forme, vous n'arrêtez pas en fait sur les tableaux, etc. Tout cela, vous les mettez en forme vous-même. Mais l'idée, elle est là. Vous chopez des données et vous les mettez en forme comme vous voulez à votre main. Troisième rapport, c'est sur les relevés de compte. J'ai choisi entre telle période et telle période. J'ai choisi un compte, juste voir fluctuation de ces comptes-là. Donc c'est une manière de regarder l'évolution d'un compte durant une période. Je vais tout de suite aller dans l'onglet numéro 2 qui analyse l'ensemble de mes flux de relevés de compte en répartissant tout ce qui est décaissement, tout ce qui est encaissement. Donc là, j'ai pris tous ces comptes, enfin un seul compte, mais si je veux prendre la totalité des comptes ici, j'ai une proportion qui est quand même logique parce qu'on a la totalité de décaissement égale à peu près la totalité d'encaissement. Donc voilà, vous êtes en train de regarder la manipulation des données de ce type-là, avec quand même en face de vous, vous avez à peu près 1,2 million d'enregistrements que nous traitons. Hein, qui s'affichent. On peut choisir les types de flux. Ce qui nous intéresse, c'est voir comment ça se passe en termes de décaissement. Là, je me focalise principalement sur le décaissement. Et à partir de ce décaissement-là, je peux faire un drill down dessus pour descendre, voir de quoi il s'agit. Le décaissement plus important, c'est bien ici.
D'accord ? On peut, à la limite, filtrer sur le type en cherchant seulement les agios, ce qui nous intéresse. D'accord ? Et faire un drill down sur l'agio. Les agios sont répartis sur différentes périodes et on peut connaître quelle est la période qui est plus importante, par exemple ici. Voilà, vous avez les informations qui sont en bas, qui nous donnent le moyen de voir dans le détail. Voilà, j'ai terminé. Voilà, j'espère que cet atelier vous a semblé intéressant. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à l'Univers SwiftNet. À bientôt, merci.